Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir. Tu vas bien ? Ouais, je vais bien et toi ? Tu as pu redescendre du petit nuage d'adrénaline d'hier soir ? J'étais pas sur un nuage, mais ouais, je suis descendu. J'ai descendu les escaliers du paradis. Ah oui, d'accord, donc t'étais pas sur un nuage, mais t'étais au paradis. Écoute, je comprends. Après, il y a quand même rien de mieux quand tu vas dans un stade comme le leur, où l'équipe est physique et portée par un public, mais en feu, qui saute sur chaque occasion et qui vraiment... J'ai l'impression que vraiment, ils sont portés par un stade assez incroyable, un stade assez old school, St. James Park. Et on sait qu'Arsenal a eu quand même beaucoup de difficultés par le passé, en tout cas ces dernières années chez eux. À chaque fois, on a l'impression qu'ils éteignent un peu notre mode de jeu. Donc là, la manière et le résultat final sont quand même assez beaux, quoi. Et pour l'anecdote, j'ai été au stade St. James Park en 2007 pour voir le match Newcastle-Blackburn. C'était en fin de saison avec deux équipes en milieu de tableau, donc aucun enjeu. Newcastle ont perdu 2-0. Mais j'ai pu voir Michael Owen en live, il était nul ce jour-là. Et je dois dire qu'il y avait une ambiance pourrie dans le stade parce que c'était un match pourri et qu'ils ont perdu. Il faisait moche ? Mais non, il faisait beau, c'était en mai. Alors il faisait froid, mais il faisait beau. Et donc c'était une expérience. Après, c'était quand même 30 balles le billet. Bon, à l'époque, tu me diras, maintenant ça doit être plus cher. À l'époque, c'était pas trop cher. Ouais. Donc, en fait, c'était cool, mais j'étais pas non plus émerveillé par ce stade. Voilà, mon expérience de St. James Park. Super. Moi, je propose qu'on aborde les sujets un peu dans l'ordre chronologique, en commençant par le premier, Eddie Nketiah. Non, mais ça, on peut en parler après. Peut-être on s'en fout des autres équipes. Enfin, je voudrais juste quand même installer le décor. C'est que... Non, mais en fait, ouais. Mais je sais pas si tu as mis ça dans tes notes, mais je pense que là, on va parler d'Arsenal, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des week-ends comme ça où c'est tellement des bons week-ends pour nous, en tant que fans d'Arsenal, qu'il faut aussi parler du reste. Et je pense qu'il faut une section pour ça à la fin, quand même. Oui, d'accord. Si tu veux, on parle du reste de la Première Ligue en fin de section. Mais là, en quoi Eddie Nketiah m'intéresse, c'est-à-dire que déjà, c'est un ex-joueur d'Arsenal, que toi et moi, on aimait bien. Ma sonnerie de téléphone quand on m'appelle, c'est toujours la chanson de Nketiah in the Room. Et c'est le seul ex que j'aime bien, quoi. Le seul. Ouais, alors attention, parce que... Est-ce que tu t'entends bien avec lui encore, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Mais quand je dis les autres ex, disons que voilà. Et Smith Rowe. Smith Rowe, Smith Rowe j'aime bien. Smith Rowe à la limite, je me sens mal pour lui là. Il est remplaçant. Bon, voilà. Ouais, il s'est blessé. Ouais. On a un peu d'affection pour Smith Rowe. Voilà, donc Eddie Nketiah, c'était le samedi. Donc Liverpool jouait contre Crystal Palace. À Crystal Palace, ils se sont fait éclater. Je sais pas comment c'était pas 4-0 à la mi-temps. C'est un manque de finish. C'est comme Arsenal. Non, et même Arne Slot l'a remarqué, on n'était pas assez bon. On aurait pu être bien plus loin au score à la mi-temps. En tout cas, ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 87e, qui est ça, a égalisé 1-1. Et là, je me disais, c'est comme d'hab, Liverpool, toujours la même histoire. Au moins, ils ont égalisé. Ils vont même mettre le 2-1, on les connaît. Non, mais... Et dans les dernières minutes, à la dernière occasion, il y a une sorte de centre cafouillage de la tête avec Gueye qui la dévie. Contrôle de la poitrine de Eddie Nketiah. Eddie Kruger, contrôle de la poitrine, reprise du gauche. Eddie Kruger. Non, mais en fait... Incroyable finish. Alors, moi, à l'époque, on faisait pas encore le podcast, mais quand il était encore à Arsenal, moi, j'adorais Nketiah. À un moment, je voulais le mettre sur mon maillot parce que, en fait, quand il a commencé à émerger un peu, à commencer à jouer plus, c'était fin 2022, quand il a commencé à jouer à la place de Lacazette. Il avait mis un doublé contre Chelsea, je sais pas si tu te rappelles, à Stamford Bridge. Et il avait une période où il jouait plus et du coup, il marquait plus. Et moi, j'aimais bien, en fait, ce que j'aime bien avec Nketiah, c'est qu'il avait ce côté vraiment attaquant old school, dans le sens un peu... il y a une vraie, tu sais, l'attaquant... Ouais, moi, je pense que juste il est né à une mauvaise époque, lui, par rapport à son Ouais, talent. parce qu'en fait, il est rapide et tout, il est pas trop mauvais en dribble, mais c'est Excellent hyper finish. bon, excellent finisher. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que maintenant, quand tu es un attaquant en première ligue, tu dois quand même être bon à d'autres choses, en passe, en truc, et en pressing. dans l'entrejeu, en pressing. En pressing, il est pas trop mauvais, mais
techniquement, tu dois être meilleur et je pense il lui manque ce petit truc. Mais j'ai envie de dire, c'est comme Inzaghi, tu vois. Inzaghi, bon, je compare pas Nketiah à Inzaghi, hein, mais je veux dire, Inzaghi, c'était le genre d'attaquant qui était incroyable, mais ce mec, maintenant, ce serait plus possible. Enfin, le mec, tout ce qu'il faisait, c'est attendre dans la surface ou faire des appels. Il était hors jeu 9 fois sur 10, mais la 10e fois, il la mettait. Mais Inzaghi, c'est le excellent. joueur le plus anti-compo vidéo qui existe. Si tu fais une ouais, compo vidéo, elle sera pas belle. Mais, ouais, mais en vrai, mais c'est pas le des résultat buts à la fin de faciles à l'année, mettre. c'est plein de buts. Ouais, mais tu vois, ces attaquants, on dirait que c'est des buts pourris qu'ils mettent, mais en fait, c'est pas si facile à mettre que ça parce qu'il faut anticiper et tout. Mais bon, bref. Nketiah, trop stylé, j'adore. Et Encore, en fait, il fait vraiment. encore mieux, quoi. La balle arrive sur lui et quand même, la tête de Gueye est à 1,50 m de lui. Donc, il n'a pas beaucoup de temps pour se rendre compte que la balle arrive sur lui. Il Non, mais c'est contrôle de la instinctif. poitrine. Il contrôle de la poitrine et il fait une reprise du gauche. Elle a même pas touché le sol. Donc, tout est totalement instinctif. Et voilà, 2-1 Ouais. coup pour Crystal Palace à la 96e minute. Et Liverpool avec leur première non-victoire déjà de la saison et notamment Non, mais leur première défaite. trop Et bien. là, et là Non, on mais se disait, surtout- bon bah, alors, ouais, vas-y. Non, je disais trop bien. Et en plus, ils méritaient de se prendre 4-0 au premier mi-temps. Ils ont eu de la chance et ils ont eu le gardien qui a arrêté tout. Ils mettent 1-1 à la fin. Alors là, j'étais dégoûté. Et en plus, ils se dépêchent de courir. Ils célèbrent pas, genre en mode ah non, il faut gagner. Mais vous croyez où, les gars J'adore. Vous croyez que Ils vous allez gagner Bah, On a fait pareil, mais je nous, on pense a qu'ils y gagné. croyaient, hein, comme Bah, d'habitude. nous, on a fait pareil, mais nous, on a gagné. Mais c'est ouais, genre, les gars, vous croyez quoi Vous allez gagner Bah non. Nketiah, voilà. Donc voilà, ça a installé un peu le. C'est ça le problème quand tu joues après tout le monde. C'est que là, soit Liverpool gagne et tout d'un coup ils ont 8 points d'avance et ça met la pression. Soit Liverpool perd et on se dit, bah Arsenal, il faut vraiment qu'il gagne parce que sinon ce serait une opportunité manquée et ça met la pression. Donc tout ça pour dire qu'on est arrivé dimanche après tout ça, bah Arsenal. À l'extérieur à Newcastle, dans un stade hyper physique, comme on a dit, une équipe hyper physique avec un match qu'on a l'habitude de perdre, où on a l'habitude de s'éteindre. Là, tout était prêt pour ce match à haute pression. Et pour ça, je me suis demandé si Arteta allait nous remettre dans sa composition Merino à la place d'Odegaard, parce que Odegaard était sur la feuille de match, mais comme il revenait de blessure à l'épaule, il n'avait pas tant de minutes que ça dans ses jambes possibles. Et donc, c'était entre est-ce qu'on met Merino au milieu et possiblement Eze à gauche, ou est-ce qu'on reprend Eze dans ce rôle en numéro 10, comme on l'avait vu en deuxième mi-temps contre City. Et en l'occurrence, le Eze, c'est pas vraiment le remplaçant d'Odegaard, c'est pas vraiment un numéro 8 comme Odegaard, c'est vraiment plus un numéro 10. Donc ce qu'on a eu finalement comme composition, c'était pas vraiment un 4-3-3 de la part d'Arteta, et comme composition, je veux dire, de manière effective sur le terrain aussi, une fois que ça a commencé, c'était vraiment un 4-2-3-1. C'était avec la même défense que d'habitude, Calafiori. Ah non, excuse-moi, on en parlera après, mais c'était Mosquera, on revient dans 2 secondes. C'était Calafiori, Gabriel, Mosquera et Timber. Et c'est là où c'était intéressant. Devant, c'était Rai Zubimendi en pivot à la base. Devant, tu as Eze en 10. De chaque côté, c'est Trossard, Saka. Et devant, Gyökeres. Donc c'est un 4-2-3-1 vraiment qui a quelque chose de beaucoup plus direct dans la formation et qui s'est traduit aussi dans le jeu. On a été beaucoup plus direct. On a joué beaucoup plus rapidement, on était beaucoup plus lancé et donc beaucoup plus en transition. Donc moi j'ai adoré déjà voir dès le début cette initiative de mettre Eze, malgré le fait qu'on aille dans un stade intense et qu'on aurait pu céder à l'envie de mettre un Merino solide comme Arteta aurait pu le faire. Mais en fait, le milieu, il faut toujours que la somme soit 22. C'est-à-dire que soit il met 3 numéros 8. Non, qu'est-ce que je dis 24. Il met 2 numéros 8 et un numéro 6, ce qui fait 8 et 8, 16 et 6, 22. Soit il met 2 numéros 6, 6 et 6, 12 et un numéro 10, 22. Non, je rigole. Mais, oui, bah, c'est le cas. Hein. Si, c'est ça. non, mais en fait, oui, la différence, c'est que en fait, c'est plus efficace de mettre, au lieu de mettre un simple pivot, genre Zubimendi, et 2 mecs qui sont numéro 8, qui sont. Il y en a un qui est peut-être un peu offensif, un peu plus offensif que des 6, mais ça reste quand même des 8. Alors qu'en fait, c'est mieux de mettre un double pivot. Genre, c'est plus solide, même défensivement, je pense. Et de mettre un numéro 10. Moi, c'est ce que je fais dans FIFA. Et ça marche. Donc, non, mais moi, je trouve que c'est bien qu'il ait fait ça parce que, bon, il y a eu des critiques et tout, mais je pense pas qu'il a écouté les critiques. Mais il a vu que ça marchait pas forcément. Et je pense qu'il a vu aussi que contre City, bah, à un moment, tu les attaques et tu perds 1-0, mais tu les attaques. Quand il a misé à la mi-temps. Et il a vu que c'était pas si terrible, qu'il s'est pas vraiment pris de contre-attaque.
vite fait, bon, ok, à Land une fois, je crois, en deuxième mi-temps, mais il a vu que c'était pas non plus, tu vois, il y avait pas mort d'homme, ça passait. Et là, je trouve que même dans ce match, on s'est pris cette tête à la con là de Woltemade, mais en vrai, on s'est pris un contre un moment où Grice a fait une course pour rattraper Murphy, mais à part ça, ils ont pas vraiment menacé, quoi. Et donc ça a plutôt bien, mais défensivement, ça marchait aussi, quoi. Ce que j'ai vu, moi, là, c'est entre le match contre City et celui-ci, j'ai l'impression de voir que Arteta fait un peu plus confiance à son équipe. Qu'il est un peu bon bah ok, maintenant les gars, en fait je me rends compte que si on y va, si on prend l'initiative comme on l'a fait à partir de la mi-temps contre City, quand on prend l'initiative, en fait on est bon, donc si on prend l'initiative dès le début du match, il y a plus de chances qu'on marque 2 buts que si on la prend à la 45e. Et là de mettre franchement ce line-up avec Trossard à gauche, Trossard qui lui aussi était plutôt joué très précautionneux en restant en bas dans la construction. Je trouvais que c'était vraiment bien. Et surtout, on a les transitions. Mais j'ai pas vu Arsenal cette saison jouer aussi rapidement que pendant cette première demi-heure. Première demi-heure, c'est bonne 34 premières minutes jusqu'au but de Newcastle. On jouait en fait en pas une touche, deux touches, trois touches. On y va, on va devant. On lance Saka sur le côté, boum. On lance Trossard sur la gauche au moment où il fait son poteau. Le poteau, c'est une magnifique construction de jeu qui part de bas de la défense avec évidemment encore Timber qui arrive à tacler et relancer la balle. Zubimendi l'écarte. Ensuite, ça s'écarte sur Saka qui arrive à revenir sur Rice. Rice, évidemment, arrive toujours à faire 30 mètres avec le ballon au pied. Et l'écarte sur Trossard qui touche le poteau. Franchement, ça c'était un peu l'action qui, pour moi, représente toute cette qualité de jeu qu'on avait en première mi-temps. Ouais. Enfin, en tout cas, pendant les 34 premières minutes. Ouais, représente. Ah, pardon. Mais en fait, moi, je pense que c'était pas juste. Je pense que oui, c'était mieux et tout, dans le sens où il n'y avait pas cette construction lente qu'on avait l'habitude de voir. Mais je pense aussi que c'était aussi dû à la façon de jouer de Newcastle. Parce qu'en fait, ils faisaient pas du tout comme City, par exemple. Ils n'étaient pas tous à 10 derrière, hyper bas, à attendre. En fait, Newcastle, quand on va chez eux, à chaque fois, ils font ça, ils pressent quand même comme des... Ouais. Ils pressent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus aventureux parce qu'ils savent que ça marche et que ça nous empêche de jouer. Et du coup, ça se voyait aussi dans... On avait du mal à construire parfois. Comme on fait d'habitude, tu vois, à faire nos petites passes et après à les faire reculer en première mi-temps en tout cas. On avait vachement de mal à faire ça, mais la contrepartie, c'était que quand on se projetait vers l'avant, ça allait beaucoup plus vite et on avait beaucoup plus d'espace. Mais Ouais. la contrepartie, c'est qu'on avait quand même aussi du mal à... C'était dangereux, on avait du mal à sortir, il y avait beaucoup de duels, on les gagnait pas tous, tu vois. Il y avait cette contrepartie-là, tu vois. Donc c'est pas juste, je pense que c'est pas juste les tactiques d'Arsenal, c'est aussi Newcastle qui permettait ça. Oui, mais sauf que quand on a des pressings contre nous, d'habitude, ce que je vois moi plus souvent avec Arsenal, c'est en effet, il y a un pressing haut et je trouve qu'on est une équipe incroyable pour ce qui est de sortir la balle depuis ta défense. Ça, c'est peut-être notre atout numéro 1, en fait. C'est notre atout numéro 1. Ok, il y a le côté on est défensif, mais il y a aussi la relance depuis la défense par Raya et nos défenseurs et nos milieux qui redescendent ou nos ailiers qui redescendent est toujours assez propre, assez incroyable. Et là, on voit en effet que si une équipe, comme tu dis, met un pressing haut comme Newcastle, derrière, on est prêt, en fait. Venez. C'est-à-dire que n'hésitez pas à venir. Mais c'est pour ça aussi que City le faisait pas. C'est pour ça que Liverpool le faisait pas. Le faisait moins que quand ils le font contre d'autres équipes. C'est parce qu'ils ont préparé leur match. Ils n'avaient pas forcément envie de casser des jambes comme Newcastle. Et ils avaient décidé, vous savez quoi, avec cet Arsenal-là qui sont trop forts pour jouer en relance depuis leur défense, on va être resté en mid-block. Mais en on mid-block, voyait quand même, en mid-block, low block plutôt, assez bas quoi. Mais on voyait que la stratégie Newcastle, ça marche aussi pas seulement parce qu'ils sont bons en pressing, ça marche aussi parce que, désolé, je veux pas sortir déjà à partir seulement après 15 minutes Alex le complotiste, mais Newcastle, à chaque fois qu'on va à St James Park, les arbitres leur permettent de faire beaucoup de choses qu'on ne permet pas à d'autres équipes. Ouais. On leur permet de faire beaucoup de fautes, beaucoup de choses, et forcément, à un moment, tu fais tout le temps des fautes, tu gagnes forcément tous tes duels. Non, je dis pas qu'ils obtenaient tout, mais à un moment, c'était limite quand même. Et je m'en fous d'être complotiste, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Non, mais vraiment, parlons. Enfin, j'ai une petite section. Sur l'arbitrage après, on en parlera parce que. Non, mais l'arbitrage, on va en parler. Mais parlons d'un autre truc
qui pour moi, et avant d'aller évidemment vers tous les points positifs, parce qu'il y en a plein, vers d'autres points positifs, pour l'instant, allons juste vers un autre truc, c'est que c'est bien beau toute cette magnifique cette construction, ce jeu en transition, toute cette relance depuis l'arrière, ces talents qu'on a avec Eze sur le ballon, avec Saka qui revient petit à petit, qui est clairement beaucoup plus vivant de match en match. Mais quand même, on ne finit pas. Alors oui, en face, il y a un vrai gardien qui a quand même fait, il me semble, 6 arrêts dans ce match. C'est quand même assez beau et surtout qu'il y a eu quelques très beaux arrêts. Mais toujours est-il qu'à 34e minute, on se prend un corner et c'est 1-0 pour l'adversaire parce qu'on a dominé pendant 34 minutes et on n'a pas réussi à conclure. Non, mais c'est toujours pareil, c'est comme la poule et l'œuf. Enfin non, c'est pas comme la poule et l'œuf, mais c'est comme en anglais catch 22, tu vois, je dis ça à chaque fois. C'est un mais cercle vicieux, ça se dit, je pense. je sais pas si c'est un cercle vicieux, mais en fait c'est la discussion qu'on a tout le temps, mais c'est le truc de... Il y a des moments où on dit « Ah, mais on se crée pas assez d'opportunités Mhm. », et des moments où on dit « Ah, on se crée les opportunités, mais on n'arrive pas à finir ». Oui, en mais fait, c'est dans souvent ce un cas- peu des deux. Hein. Parce que souvent, rappelle-toi ce qu'on disait, on a un expected goal supérieur à l'adversaire, Ouais. mais c'est jamais des énormes occasions. Après, il y a les stats, il y a les expected goals, et après, il y a les yeux ne mentent pas. Donc, un moment, il y a Bah des là, ce matchs que j'ai où vu on- des yeux, je préférais, c'est sûr. Toujours est-il Oui, que voilà. le score était En fait, 1-0 c'est ça que pour je eux dis. après. Il y a des matchs où on voit les expected goals, ah oui, on avait plus de possession, machin, mais clairement, on voyait qu'on n'était pas vraiment, on ne menaçait pas vraiment. Et là, pour moi, c'était pas non plus des occasions. Ah si, quand même. Hein. Franchement, le tir de Eze, après Le tir de Eze en reprise. la bon, reprise du gauche de Eze où il y a un arrêt de Pope. Ouais. Bon, après, à la revue ralenti, je crois qu'il n'arrive pas à faire un bon contact avec le ballon. Enfin, il fait un bon contact, mais c'est pas non plus. Il la prend pas vraiment pleinement, la balle. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est un peu moins forte. Mais quand même, c'est quand même un bel arrêt de Pope. Ensuite, il y a le poteau de Trossard. En fait, cette donc section sur le finish, c'est- elle concerne tout le match pour moi. Non, mais en fait, oui, ça concerne pas que la première mi-temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, c'est vraiment difficile de dire est-ce que on a manqué on n'a pas été réaliste, on n'a pas été décisif. Enfin, on a été réaliste à la fin, mais est-ce qu'on n'a pas été décisif sur ces occasions, ou est-ce que c'est juste que parfois t'as le gardien, il te sort des arrêts de dingue, ou tu touches le poteau, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, il y a eu un magnifique arrêt sur une tête de Timber, mais ça reste notre arrière droit qui est là à cette place-là et qui fait pas la meilleure tête de tous les temps. On a eu des foirages en finish de Gyökeres, ça c'est encore une fois Oui. les yeux nous le disent, tu vois. On a eu 22 tirs. Alors je reconnais, je suis impressionné du fait d'avoir une vingtaine de tirs à l'extérieur à Newcastle, dont 6 cadrés. Je suis d'accord, c'est impressionnant. Mais quand même, à ce moment-là, Non, on est obligé de se dire que nos deux buts, ils sont sur corner quand même. Non, mais c'est pas comme les 4 occasions de Crystal Palace contre Liverpool en Voilà. première mi-temps. Exactement. Où Ces 4 t'es occasions-là, elles bon, sont. là. Bravo Alisson, quoi. Pour le coup. Ouais. Mais ouais, est-ce que c'est un problème? Je sais pas. C'est vrai qu'on a manqué encore une fois de finish. Bon, pour ce match-là, c'est pas grave. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on aille prendre 3 points dans un stade à l'extérieur, n'oublions pas que quand même, pour ce qui est de vision à plus long terme, j'aimerais qu'on n'ait toujours pas ce problème d'être juste genre, bon, bah voilà, on a marqué 2 buts sur corner. Alors, en effet, les buts sur corner, ça compte tout autant. Mais est-ce que c'est pas inquiétant à long terme de se dire on se sauve grâce à des corners et à un moment, les corners, ils viendront plus, comme l'année dernière. À un moment, ça va s'arrêter. On en a déjà marqué 6 cette année et il faudra bien pouvoir jouer au foot, quoi. Enfin, il faudra pouvoir marquer des buts. En fait, faut espérer. Pour l'instant, je m'inquiète pas trop parce que c'est encore le début. Faut pas oublier qu'on a des joueurs qui reviennent de blessures. Les joueurs n'ont pas tous joué ensemble parce qu'il y a tout le temps des blessures, des changements, machin. Je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter. C'est encore que le début. Il n'y a aucune équipe qui est vraiment en train de performer trop bien là. Donc, moi, je m'inquiète pas trop de ça. Saka, qui est notre meilleur joueur, il revient de blessure de l'année dernière et de cette année, donc il n'est pas au top, même si je trouve qu'il a fait un bon match, mais voilà. Gyökeres, il s'adapte, on va en parler plus tard, je pense. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas de ça. Et les corners, en fait, je sais que je crois que je l'ai déjà dit, mais oui, on ne peut pas dépendre des corners et tout ça, mais je crois que depuis 2023-24, on a marqué 36 buts sur corner. Et les autres équipes en première ligue en ont mis. Là, je pense qu'on est même à 44 là maintenant, un truc comme ça.
Ah bon, depuis 23-24? Non, je sais plus à quel moment ils avaient remonté les stats, mais c'est-à-dire qu'on est genre 20 corners devant la deuxième équipe. Je crois que à début 23 ou je sais pas quoi. Je crois que c'est 15 ou 20 au-dessus. Bah ça compte quand même pour beaucoup. Hein. 15-20 buts, c'est comme un attaquant qui te met 20 buts par saison. C'est ça que je dis. Je dis, mes amis anglais qui me disaient Arsenal ont besoin d'acheter un attaquant. On est à 6 buts sur corner. En fait, ça me paraît être autant de buts que Haaland. Hein. Donc, et en fait, faut pas oublier que, je l'ai dit aussi avant, mais toutes les grandes équipes de tout temps, même les Barcelone de Guardiola qui soi-disant jouent que des ballons à terre et font jamais de longs ballons ou ne comptent pas sur les coups de pied arrêtés, même ces équipes-là, même l'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde en 2010, toutes ces équipes à un moment ou à un autre, ils ont besoin pour se sortir de situation d'un coup de pied arrêté, d'un corner, d'une tête de Puyol ou d'une tête de je sais pas qui. Pour une tête de à l'époque Vidic quand c'était je sais pas United ou tu vois, ils ont toujours besoin de ça. Et oui, mais ils avaient les deux. Oui, mais ce que je dis justement, c'est que nous je pense qu'on a des problèmes un peu de finish encore, enfin même si c'est pas des gros problèmes, mais clairement on pourrait être meilleur. Mais en fait, je me dis, imagine si on fait, enfin je vais encore reparler de 23-24 post Dubaï, mais imagine si nos joueurs commencent à trouver leur mojo, à nous sortir des finishes de nulle part. Et en plus, on a les coups de pied arrêtés. Imagine l'équipe qu'on sera. Je me dis, si on arrive à faire ça, c'est là, et qu'on reste bon défensivement, on est champion. Et on n'est pas très loin de ça. On n'est pas, je veux dire, oui, avec Dessy, on peut aller loin, mais en même temps, et c'est beaucoup demandé parce que c'est pas facile, mais on a les joueurs pour, théoriquement. C'est juste qu'il faut réussir à trouver ce truc de... Je sais pas, ça doit être très difficile à ce niveau-là de trouver ce petit truc en plus d'être décisif dans ces moments-là. Comme les grandes équipes arrivent à l'être, comme les Real Madrid dans le Champions League et compagnie, quoi. C'est de trouver le finish à un moment, le finish même pas facile, quand c'est une demi-chance comme ça et tu le sors, ou quand c'est une opportunité claire, tu la mets. Ça, on l'a pas encore vraiment, mais si on arrive à trouver ça, là, je pense que voilà, hein, c'est bon. Oui, on a tout pour être une équipe assez complète, donc j'aimerais le voir maintenant. Moi aussi. Tu parlais de Gyökeres, parlons-en. Mitigé, plutôt heureux, plutôt frustré, plutôt optimiste pour la suite. Tout ça et bien plus encore. Quel podcast. Gyökeres. Alors en fait, quand on regardait le match, on s'est appelé un moment. Et en fait, heureusement là, on parle plus avec la tête froide, mais sur le moment, on était en train de dire tous les deux, mais on est nul, Gyökeres, il est nul. Heureusement que j'ai regardé le match aujourd'hui. Hein. Ouais, heureusement qu'avec la tête froide, en revoyant les actions, en revoyant tout, tu vois, en se posant un peu, je suis moins... Parce que moi, comme toi, je me disais, mais on est nul en première mi-temps. En fait, ce problème de finish, sur le moment, il teinte énormément de choses parce que t'es vraiment à fond. Ton cœur, il est en train de battre à toute vitesse et t'es hyper déçu de chaque occasion. T'es pas objectif. Tu vois pas vraiment les bons points, quoi. Et puis, chaque fois que Newcastle, ils obtiennent une faute ou je sais pas quoi, ils prennent 3 heures à reprendre et que c'est 1-0 et tu te dis, allez, ça y est, c'est parti pour un tour. Non, mais en fait, j'avoue que moi, sur le moment, en voyant la performance de Gyökeres, à un moment, on était au téléphone et genre toi, t'avais un peu d'avance sur ton abonnement télé. T'avais un peu d'avance plus que moi. Et t'avais déjà vu ce qui s'était passé. Moi, je vois Gyökeres qui part tout seul un moment comme ça, au premier mi-temps. Il part comme ça, un peu sur la droite, comme ça. Je me dis, allez, vas-y, Gyökeres. Et t'avais déjà vu, tu dis rien comme ça. Et là, je vois, il essaye de repiquer vers le centre. Oui, c'est quand il fait le Cruyff. Il essaie de faire le Cruyff, ce que faisait Ronaldo aussi, Cristiano Ronaldo, et il foire. Et là, je suis là, oh là là là. Et en fait, ce moment, il est assez représentatif parce que, en fait, Gyökeres, il veut quoi ? Il veut être lancé à toute vitesse sur son pied droit comme ça. À ce moment-là, bourrine, tire.
Et j'ai l'impression que en fait, ça lui est venu un peu, ça lui est monté à la tête cette histoire de, il a des lacunes techniques parce que c'est vrai, il a des lacunes techniques et qu'il a essayé, je sais pas, il s'est mis dans la tête, il faut que je repique à l'intérieur, que je fasse une petite passe. Non, on s'en fout, bourrine et rate-toi. Mais moi, je veux juste que ce sera ça, ta nourriture, ce sera ça. Donc n'essaye pas d'être autre chose, tu vois. Oui, n'essaye pas. Ta nourriture, ce sera un Big Mac. N'essaye pas. Voilà, n'essaye pas de faire de l'étoilé, tu vois. Voilà. Non, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je sais pas s'il est 100%. Il a été obligé, comme Havertz c'est pas là, il a été obligé d'être mis sous pression de commencer tous les matchs en Première Ligue. Et on sait très bien que quand tu viens d'une autre ligue, la Première Ligue, c'est pas facile, même quand tu es un attaquant comme Gyökeres qui est physique et tout ça. Donc je sais pas s'il a eu le temps d'une adaptation physique, une bonne adaptation physique. Deuxièmement, je pense qu'il est peut-être un petit peu en manque de confiance parce qu'il y a eu des matchs où il a pas. Je pense qu'il n'a pas l'habitude d'être dans ces situations. Il n'a pas l'habitude d'avoir des défenseurs qui sont des bourrins, qui le maîtrisent. Au Portugal, c'était pas comme ça à Lisbonne pour lui. Donc je pense qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des cyborgs qui le contrôlent. Lui-même, c'est un cyborg, c'est ses 16. Mais troisièmement, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Au moins là, dans ce match-là, je l'ai trouvé beaucoup plus investi. Il était beaucoup plus présent. C'est-à-dire que quand tu regardais City ou United ou Liverpool, je trouve qu'au contraire, il passait complètement à côté du match et on le voyait même pas. Alors que là, il aimait foutre la merde, il foutait le chaos avec les défenseurs. Et je pense qu'ils vont s'en souvenir un peu quand même parce qu'il allait à la fight. Hein. Non, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est beaucoup plus difficile en Première Ligue. Parce que oui, on disait genre il peut prendre le défenseur de vitesse et être physique et bourriner, ce qu'il faisait à Lisbonne, au Sporting Lisbonne. Mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile parce que je pense en Première Ligue, tous les défenseurs ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus physiques, ça va beaucoup plus vite, c'est technique et je pense que voilà, on voit qu'il y a une différence. C'est pour ça et lui il essaie de s'adapter et c'est normal qu'il batte pas 5 défenseurs à chaque fois comme il faisait avant. Ça faut pas attendre ça de lui. Mais moi je pense qu'il a encore un temps d'adaptation. Mais revoir ça avec la tête froide, sur le moment j'étais un peu oh là là, et ça commence à m'inquiéter Gyökeres parce que je me disais vraiment là. Et en fait il perd des ballons comme on voit jamais des footballeurs en première ligue perdre des ballons. C'est ça qui nous fait bizarre en fait. C'est qu'il essaye des trucs et en fait il se fait genre chipper la balle ou alors il la perd et il a l'air encore un peu pâteau à essayer de se remettre sur ses pieds et la balle elle est déjà 5 mètres en relance. Même Haaland il fait pas ça, mais je pense qu'Haaland au début c'était un peu ça. Je sais pas. Je crois qu'il a marqué 2 buts à son premier match et après c'était let's go. Hein. Ouais, mais c'est plutôt sa deuxième saison où il était un peu en dessous. Il a eu 2-3 moments quand même où il était plus impliqué. Il a quand même réussi à relayer un peu. Il a réussi à relayer un peu à des moments. Il a quand même eu 1 ou 2 opportunités, même s'il a raté. Il y a eu le penalty. Bon, on va peut-être parler de ça, je sais pas. Mais le penalty, c'était une bonne anticipation de sa part. Ouais, c'est bien. D'obtenir un penalty. C'est bien. Non, mais en fait, il a clairement Gyökeres, de tous les gros matchs qu'on a eu à faire, c'est son meilleur. Je trouve que ses meilleures performances, évidemment, étaient contre Leeds et contre Nottingham Forest. Mais à un moment, il faut aussi qu'il soit là dans les gros matchs. Donc, si moi, cette saison, il décide de marquer à chaque fois contre les équipes un peu en dessous et à chaque fois de faire un match comme il a fait hier dans les gros matchs, moi, je pense que ça me va. Tu vois. Mais surtout, c'est surtout l'engagement qu'il met. Au moins, il était là avec ses yeux striés de rouge, sa tête de psychopathe en fureur là. Franchement, moi ça me va qu'il continue avec ça, quoi. C'est C16 pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Bon, non, mais en vrai, en fait, faut pas penser qu'on l'a acheté que ça va être le Haaland, que ça va être Haaland ou Isaac, que ça va être le joueur qui va te sortir un but de nulle part pendant les gros matchs. C'est pas pour ça qu'on l'a acheté. On n'a pas besoin de ça. On a déjà des joueurs pour ça. On l'a acheté pour justement contre les Nottingham Forest, contre les Leeds, mettre le 2-3-0 et être confortable. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il a fait pour l'instant. Il met le 2-0 contre Nottingham Forest, bon endroit, bon moment. Il met le 3-0, je crois, contre Leeds et après le péno. Et bah ça, c'est le petit coussin, la petite sûreté qui te permet de gagner le match tranquille et de pas te prendre un match nul. Parce qu'en fait, le plus gros défaut qu'on avait la saison dernière, c'est que on marquait un but, on restait 1-0 tout le match et on se prenait une égalisation à la fin. Et après, c'est 14 matchs nuls. Et seulement 4 défaites. Liverpool aussi 4 défaites, sauf qu'eux, ils n'avaient pas 14 matchs nuls. Et finalement, quelque part, c'est aussi ça qui nous a fait perdre la Ligue. Et là, c'était aussi pour ça. C'est d'avoir un mec
Un attaquant qui est là, au bon endroit, au bon moment, qui peut te mettre un but d'un angle difficile comme il a fait contre Leeds, contre les équipes de milieu de tableau et de bas de tableau, peu importe. Parce que dans les gros matchs, de toute façon, c'est serré. Haaland, il a mis peut-être un but contre nous, d'accord, mais sinon, il a rien fait d'autre. Donc, faut pas penser que ça va être Thierry Henry. On peut pas attendre qu'il soit Thierry Henry. Même j'aime bien Gyökeres, je suis content qu'il ait le 14, mais je sais que ça va pas être Thierry Henry. On l'aura plus jamais, Thierry Henry. Voilà. Non, mais voilà. Mais non, en fait, je me dis, voilà, il s'améliore et on peut lui laisser encore du temps. Mais j'espère quand même qu'il a une marge de progression. Parce que pour moi, c'est encore pas assez. Pour moi, il faut quand même encore plus. Même s'il met pas 3 buts à chaque fois, mais il faut quand même un peu plus. Bon, en tout cas, parlons de quelque chose d'un peu plus sympa. Enfin, Gyökeres, je trouvais ça plutôt positif. On a gagné quand même, sa à un performance. moment. Oui, mais non, mais c'est pour ça que je dis là, on a épuisé les sujets un peu, soit un peu moins plaisants, soit un peu mitigés, et j'ai même pas encore envie d'aborder l'arbitre. On l'abordera après, une fois qu'on aura profité de cette victoire. Qui est l'homme du match pour toi? Aïe, franchement. Parce que moi là, j'hésite entre Timber et Declan Rice. Ouais, Donc, en fait, j'allais dire. Et après, tu peux aussi dire Gabriel, mais vu ce qu'il a fait sur le. Donc voilà, donc je voudrais commençons par ton homme du match. Vas-y. Franchement, la raison me dit Declan Rice, parce que objectivement, pour moi, c'était le meilleur performeur. Il était partout, il a l'assist pour l'égalisation, il a défendu trop bien, il maîtrisait le milieu, il a défendu la contre-attaque de Murphy, parce que moi je me suis dit bon, heureusement c'est Murphy qui est quand même moitié nul, mais t'as quand même pas envie de le laisser tout seul devant le gardien. On sait jamais, 9 fois sur 10 ça rentre pas, mais la 10e fois, non, je rigole, mais pour le cœur me dit quand même Gabriel, parce que Gabriel, ok, même si non, je sais pas, non, juste, non, mais objectivement c'est pas vraiment Gabriel, mais il a quand même bien défendu, il a fait. Et puis, je suis désolé, mais je sais pas si on peut reparler du but, mais ce but de Woltemade, là. Alors déjà, Woltemade, je sais jamais si c'est lui ou Gordon. S'il n'y avait pas 1 mètre de différence entre les deux, il serait difficile de les reconnaître. Et un bandeau. Déjà, pourquoi Gordon a un bandeau? C'est parce qu'il veut imiter Madueke? Bon, c'est une digression, désolé. C'est parce qu'il veut être le plus insupportable à regarder possible. Non, mais les deux joueurs, je pense, ils ont la tête la plus insupportable de Première Ligue. Mais je trouve que tu parles de qui? Woltemade? Non. Les deux. Non, alors le but... Non, Gordon a vraiment une tête insupportable. Woltemade, si tu regardes vraiment, il a un peu une tête de sympa. Il a un peu une tête de mousquetaire, un peu blond avec sa moustache. Là. Ouais, enfin, c'est quand même exaspérant. Mais bref, le but. Bon, alors, je sais que c'est un peu soft, c'est un peu léger là, de se faire tomber comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout, Gabriel? J'ai l'impression de voir le Gabriel d'il y a 4 ans, mais en fait, en revoyant... Ben non, moi justement, le revoyant, je trouvais que c'était pire. J'étais encore pire, je voyais un plongeon. Là, j'étais à tête froide, du coup, j'avais moins d'engagement et je me disais, mais t'es ridicule. Il plonge. Non, mais je me dis, oui, mais je me dis, Gabriel, il est pas assez bête pour faire ça. Il va pas sentir un petit truc, il va essayer de gagner la tête. Mais moi, je pense qu'il essayait vraiment de sauter et ça a l'air d'être un petit truc. Forcément, au ralenti, ça a l'air d'être rien du tout. Mais le mec, il s'apprête à sauter, il est en équilibre, il est quand même grand, l'autre, il est fort. Il lui fait un petit truc, ça a l'air petit, mais ça le déséquilibre, il peut pas sauter. Il sent qu'il peut pas sauter. Soit t'es trop sympa, soit t'es de mauvaise foi, j'arrive pas à savoir. Il sent qu'il peut pas sauter et donc il se laisse tomber. Il se laisse tomber parce qu'il sent qu'il n'arrivera pas à sauter et défendre la tête. Cette deuxième partie, je suis d'accord. La raison de son plongeon, c'est parce qu'il sent qu'il aura pas la tête, le centre est trop beau et qu'il y a un mec. Mais il aura pas la tête parce que l'autre l'a poussé. Non, non, mais attends. Non, au moment où il le touche, il est déjà en train de plonger. C'est comme, regarde, c'est comme quand un joueur il se fait dégommer par le gardien ou par un défenseur dans la surface. Imagine le joueur, et c'est un penalty, donc il se fait vraiment dégommer, voilà. Si il reste sur ses pieds, s'il essaie de garder son équilibre et il se pète un peu la gueule, mais tu sens qu'il a essayé de rester et de garder le ballon et il se pète la gueule, il aura peut-être pas penalty. Alors que s'il tombe, dès qu'il sent le contact, il tombe, même s'il s'est vraiment fait dégommer, mais il sent le contact un peu en avance, il tombe. Là, il aura le péno. Mais s'il le fait pas, il aura pas le péno. Là, c'est pareil, Gabriel, il sait qu'il aura pas la tête parce que l'autre l'a poussé.
Mais non, mais c'est pas le même décide de se argument que laisser tu tomber. dis. C'est pas le même argument que Si, tu c'est dis. le Ce que même tu dis, argument. non, si Non, tu fais c'est la le même comparaison argument. avec ce que tu as dit par rapport au gardien, c'est il y a faute sur Gabriel, mais comme c'était pas assez fort, il a dû plonger Oui. au sol pour montrer Oui. qu'il y avait faute. Mais je ne Bah suis oui. pas du tout d'accord qu'il y a faute. Je suis d'accord. Il y a pas, Pour moi, il a pas si. besoin de montrer qu'il y a faute puisqu'il n'y a pas faute. Alors Non, que dans mais ton bon. exemple du gardien, il faut insister pour bien montrer qu'il y a eu faute. Non, mais je pense que je suis à 30% de mauvaise foi et à 70% de bonne foi. Donc, parce que. Non, mais je suis quand même à 70% de bonne foi. Non, mais en vrai, c'est dur de savoir avec ces ralentis. Mais en fait, faut se mettre dans la tête de Gabriel. Gabriel, c'est un grand défenseur. Il est pas bête. Il va pas faire ça en croyant. Il est pas naïf. Il sait qu'il est à St. James Park. Il sait que les arbitres, en général, ils nous donnent rien là-bas. Il va pas faire ça. Non, Donc, mais je me suis demandé si c'est pas. Parce que tu sais, la dernière fois, il y a 2 ans, on est allé à St. James Park et on en parle encore de ce but qui était hyper polémique, où la balle était sortie en sortie de but, selon nous, et en fait, ils ont laissé courir. Ensuite, il y a eu un centre. Joe Linton a clairement poussé Gabriel dans le dos. Et Ouais. ensuite, il a mis de la tête. Alors là, c'était incomparable. Pour moi, il y avait clairement faute Non, sur mais c'est Gabriel. même pas polémique, là, c'était scandaleux. C'était scandaleux. Non, là, c'est moins scandaleux, mais c'est comme. Là, En fait, avant, c'est c'était. juste scandaleux, c'est le synonyme subjectif de polémique, je pense. Non. À l'époque, c'était 100% scandaleux. Là, c'était 80% scandaleux. Non, mais je me demande si Gabriel, avant le match, il s'est dit je vais peut-être utiliser cette carte parce qu'ils voudront Non. jamais le faire une deuxième fois. Non, mais non. Je pense qu'ils sont cyniques. Ils savent très bien que les arbitres, ils vont rien donner. Ils s'attendent à ça. Arteta, il les a préparés. Il leur a dit. Il leur a fait un dessin avec un cœur et un cerveau. Il leur a dit, les gars, ne suivez pas le cœur, suivez le cerveau. En tout cas, la façon dont Raya a couru vers l'arbitre de touche pour lui dire en disant ils ont poussé, la façon dont Gabriel a râlé, la façon dont tout le monde a entouré l'arbitre, j'ai trouvé ça, j'avais un peu honte. Ouais. J'avais un peu honte Non. à ce moment-là parce que c'était ah oui, on a Ouais. dominé et là on se prend un but à l'extérieur donc on va tout faire pour essayer de l'annuler. Franchement, pour le coup, j'ai déjà vu des buts. Non, mais- Clairement, les mecs ils poussent avec bien plus que ça et les buts Non, mais ils attends. étaient maintenus. Hein. Non, mais attends, désolé, mais toutes les équipes de toute la première ligue, de tous les championnats, ils se plaignent pendant des heures quand ils prennent un but, quand il y a la moindre chose. Même quand il n'y a rien, ils se plaignent pendant des heures. Donc je suis désolé, pourquoi pas nous Non, Là où moi c'était. je pense qu'on est un peu plus Non. insupportable que d'autres. Non. Oh, mais mec, arrête, tu peux pas. Rentre pas dans le. Non, mais là, on rentre dans le narratif de. Je suis désolé, mais Arsenal, pendant très longtemps, les années Wenger, on se faisait bully par toutes les équipes. On nous disait tout le temps, on nous reprochait de pas être assez tough, tu vois, pas être assez dur, pas être assez bon dans les airs, pas être assez costaud. Là, on devient une équipe comme ça. On devient une équipe qui maîtrise les dark arts, comme on dit en anglais. Oui, mais Non, mais attends. assumons-le. Oui, mais on l'assume, mais ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on nous présente, maintenant les médias, on nous présente comme la pire équipe de tous les temps qui fait ça. Ah, c'est scandaleux ce qu'ils font. Je suis désolé, mais je peux t'en citer beaucoup, mais Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Barcelone, je dois en citer d'autres qui le font, monde sait qui que font tout ça le tout le monde temps. fait Et ça. ça, c'est des. Mais, non, Personne mais dit qu'il y a que les Arsenal. pires, je te dis les pires. Oui, mais j'ai l'impression que parfois, c'est genre, ah, vous êtes les pires, Arsenal. Arsenal, c'est horrible, ils font ça. Comme si personne n'avait jamais fait ça avant, tu vois. Et en fait, là où j'ai trouvé ça un peu honteux, c'est qu'une fois que le but il est passé, c'est bon, les gars, arrêtez, quoi. C'est ça, plutôt. C'est plus, une fois que c'est passé, ok, ils ont donné le but, maintenant ça sert à rien, maintenant concentrez-vous. T'avais même Arteta, il continue à râler. Là, c'est un peu gênant, parce que c'est un peu, les gars, ça sert à rien, là. Là, on va rien voir. Faut pas s'apitoyer maintenant, faut reprendre. Mais en vrai, ok, ils ont râlé et tout, mais ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Ils ont quand même sorti c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont sorti une super bonne performance après ça. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Exactement la transition que j'allais faire parce que entre le péno qui nous avait été donné puis ensuite annulé par la VAR de manière hautement scandaleuse, je dirais aussi cette fois, je serais d'accord avec scandaleux. Entre ça et le but où là ils essayaient de trouver des petits trucs et qu'en plus qui venaient complètement contre le cours de jeu après 34 minutes de domination, ils auraient pu se laisser complètement abattre. Et ils ne sont pas du tout dit, tiens, on va pleurer, on va se apitoyer sur notre sort. Vous savez quoi ? Le meilleur moyen de répondre à tout ça, c'est de gagner le match. Et celui qui était le leader numéro 1 dans ça, c'est quand même Declan Rice. C'est quand même Declan Rice. Non, parce mais qu'il oui. était... En fait, tu as remarqué un truc, souviens-toi de l'époque d'Arsenal qui se faisait bully, qui se faisait martyriser, qui se faisait bousculer à droite à gauche. Maintenant, ça n'arrive plus. Et en grande partie parce que lui, tu as l'impression que c'est
T'as l'impression que c'est une sorte de. C'est lui-même un bully, mais pas un bully méchant, tu vois, mais c'est quand même un mec qui impose une certaine autorité sur le terrain, à la fois pour son équipe et pour l'équipe adverse. Et il est partout. Et Non, mais il est partout. Ouais. il s'assure que son équipe soit au rendez-vous physiquement. Et que si en face, ça veut jouer un jeu physique, et ben vous savez quoi, on va répondre. Et en plus, on va jouer notre football à toute vitesse, juste pour pas vous Non, laisser mais le temps. Il remonte à droite, à gauche. Franchement, en fait, il est impressionnant, ce mec. il est impressionnant physiquement déjà. Enfin, je veux dire, l'endurance qu'il a en fin de match de faire des courses qu'il fait et tout. Et surtout, même techniquement, parce que je pense que c'est pas un truc qu'on associe trop avec Rice, qu'il est technique et tout ça, mais en fait, techniquement, il est vachement fort. Hein. En termes de coups de pied arrêtés, je vais pas comparer à Beckham, bien sûr, mais les coups de pied arrêtés sont incroyables. Ses coups de pied arrêtés sont incroyables. Et il y a aussi autre chose, c'est que il est à l'entrée de la surface avec Zubimendi, il mène un peu. Enfin, il mène, je veux dire, il fait les passes aux bons endroits et tout. C'est lui qui donne un peu le tempo. Et en même temps, il est quand même offensif. C'est lui qui crée l'opportunité pour Trossard. Donc en transition, pour se projeter vers l'avant, il est super fort. Et en transition, surtout pour aller vers l'arrière, genre c'est lui qui arrêtait toutes les contre-attaques presque. Il était en plus là pour... C'est le mec, il est partout, quoi. Et je sais pas si on en avait parlé, mais on savait pas si c'est un numéro 6, un numéro 8. Et quelque part, c'est vrai que c'est pas le spécialiste numéro 6 en mode Zubimendi ou je sais pas, Rodri, tu vois, qui maîtrise vraiment techniquement, passe et tout ça. C'est pas le numéro 8 box-to-box comme c'est pas le numéro Gérrard, 8 box-to-box, mais pour moi, c'est vraiment un 6 box-to-box. Mais c'est un peu de tout, en fait. C'est pour ça que le 4-2-3-1 lui va mieux, je pense. En fait, il est bon dans tellement de choses, défensivement et offensivement, que c'est normal que c'est difficile de lui attribuer un poste. Même si, voilà, c'est pas offensivement, c'est pas Zidane, tu vois. Et défensivement, bah oui, c'est pas, je sais pas, Baresi. Non, c'est trop vieille référence. C'est pas Makelele, quoique. Mais il est bon partout, quoi. Non, mais il est impressionnant. Avant de venir sur le but de Gabriel, le 2-1, parlons un peu de Jurrien Timber. Jurrien Timber qui, en tout cas, dans ce qui est le travail défensif, est extrêmement impressionnant. Moi, je n'ai plus de mots pour cet arrière droit qui, dans son taf défensif, est peut-être un des meilleurs arrière droits du monde, Je trouve qu'il progresse un peu offensivement, qu'il commence à se trouver un peu avec Saka et avec Zubimendi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui commence à se créer là, et avec Eze aussi. Mais surtout, tu sais très bien que... Enfin, je suis désolé, Anthony Gordon a été invisible dans ce match, comme plein d'autres ailiers avant. En fait, quand les mecs, même quand ils veulent contre-attaquer, ou même quand ils dominent, ou même quand ils sont... Peu importe, tu sais très bien que Timber, il est impassable. En 1 contre 1, il est impassable. Et puis surtout, parfois, il arrive en même temps qu'il fait le tacle, il a déjà son corps dans la position pour la relancer. Tu vois. C'est extrêmement impressionnant Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on arrive à dominer les équipes à presser. C'est qu'en fait, on a les joueurs qui sont assez bons 1 contre 1, où on peut se retrouver dans des situations où ils sont à 3 contre 3, tu vois, mais ça marche parce que ils maîtrisent. Et franchement, Anthony Gordon, je l'aime pas, mais... Enfin, j'aime pas le joueur, mais en vrai, il est fort. Hein. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent dire qu'ils le mettent dans leur poche. Et donc, chapeau. Alors après, je vais dire un truc controversé, mais j'aime bien que Timber soit là, mais moi, ça me manque un peu White quand il touchait les gants du gardien, quand il tirait le slip un peu. Quand il tire le ballon sur un joueur de Aston Villa ou je sais plus quoi. Non, mais ça, c'est John McGinn le tire sur un de nos joueurs. Ah oui. Et en échange, en une fraction de seconde. Il n'y a même pas de temps de réflexion, c'est bim bim. Et que des trucs comme ça, il embête les joueurs sur corner. Tu vois, ça c'était une belle époque, tu vois, quand il y avait ça, c'était cool. Non, mais en fait, ce qui est ouf, c'est que White, il est incroyable. J'adore White. C'est un de mes joueurs préférés, même si j'aime tous les joueurs d'Arsenal quasiment. Mais franchement, White en 23-24, c'était génial. Moi, j'adorais ce joueur. Ce qu'il apportait, même offensivement, défensivement. Enfin, et tu te dis, mais moi, j'aimerais bien qu'il rejoue White, mais en même temps, je me dis, Timber, là, il est juste au-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que il faut quand même qu'il se repose à des moments. On peut pas le faire mais jouer pour tout le l'instant, temps. White est jamais dispo. Hein.
Donc Ah, j'ai mais White, l'impression il qu'on se revient. retrouve avec le même problème que Mais il c'était était quoi, dispo, c'était l'année là, non dernière où il n'était pas dispo. Non, il n'était pas vraiment en fait. Ah. Il est toujours en Il doute. était pas Donc remplaçant. en fait, ce qui Ah s'est ouais. passé l'année dernière, tu te souviens que Timber a dû se faire opérer cet été, hein, parce Ouais, que ouais. Timber a fini l'année déjà d'abord à cloche-patte et ensuite blessé la saison. Mais parce qu'il a beaucoup trop joué. Donc moi, j'aimerais qu'on puisse en effet faire tourner un peu plus. On va peut-être demander à Mosquera, je pense. Du coup, si Ben White n'est pas fit, ce sera Mosquera. Je pense qu'il prendra le relais sur l'aile droite à la place de Timber pour le reposer un peu, mais il peut pas faire. Là, on a la Champions League. Ensuite, il y a West Ham dans la même semaine. Si Timber il joue tous les matchs en entier, bah il va entrer en burn-out comme l'année dernière, hein. Timber chez nous, enfin, je veux dire, West Ham chez nous. Faut mettre Timber parce que West Ham chez nous, les 2 dernières fois, on a perdu, hein. Mais bon, bref. Bon, nouvelle section, puisqu'apparemment ça devient une section habituelle de ce podcast. Coaching gagnant, point d'interrogation. Bah ouais. Alors là, c'est vraiment coaching ouais. gagnant, hein. Parce que je dois dire que quand on est passé au 3-4-3, là, je l'avais pas vu venir et c'était beau. Même si Ouais, mais en c'était une fait, réponse à Newcastle qui était passé à 5 défenseurs, encore une fois. Mais c'est quand même une belle réponse. Alors je dis juste ce qui s'est passé. Les changements, à un moment, Saka revenait de blessure, donc de toute façon, il devait sortir. C'est à la 70e minute qu'il est sorti. Et c'était un double changement. Donc Saka et Calafiori sont sortis. Et sont entrés Martinelli et Merino. Donc ça veut dire qu'il a sorti Saka pour mettre Martinelli, poste pour poste. Et il a sorti Calafiori pour mettre Merino. Donc ça veut dire qu'il sort un de nos défenseurs. Certes, un de nos défenseurs qui est plutôt... qui a plutôt eu tendance à aller vers l'avant, mais ça reste un de nos défenseurs sur le papier. Et il a mis un milieu qui, on le sait, est quand même assez bon en finish, notamment de la tête. Et quand tu le mets dans la surface, il peut se passer des choses magiques avec Merino. Et là, on est passé en 3-4-3. Et en effet, sur un corner joué à la rémoise, relance sur Declan Rice, centre, but de Merino, coaching gagnant, coaching incroyable. c'est pas coaching gagnant, c'est Andrea Berta gagnant qui a signé tous ses joueurs pour nous permettre d'avoir un effectif de très haut Oui, si tu le niveau. vois comme ça, mais Merino, c'est pas Non, mais Andrea je rigole, Berta. je Mais rigole, oui. je rigole. Mais non, mais ouais, et Merino décisif à chaque fois, décisif. Trop bien ce joueur Merino. En fait, je crois qu'on a trouvé sa place. C'est un peu le Joker. ouais, le Joker, mais c'est un peu en anglais, c'est utility man. C'est un peu le couteau suisse de l'équipe. C'est un Ouais. peu le mec, tu peux le mettre un peu attaquant quand t'as plus d'attaquant. Tu le Ouais. fais entrer, tu le mets numéro 6, numéro Je 8. suis sûr que si on le mettait gardien, il serait trop fort. Ouais. Et tu dis, t'as besoin d'un but à la fin, t'as besoin d'un truc, tu le mets, tu sais qu'il va apporter quelque chose. Même avec l'Espagne, il l'avait fait à l'Euro. Mais c'est génial, trop belle la tête en plus, incroyable tête. Et en plus, j'aime bien ce joueur, il a l'air sympa, tu vois. Coaching gagnant, ouais, parce qu'aussi, je pense, il a fait entrer, pas tous en même temps, mais le faire entrer Odegaard, c'est quand même cool de pouvoir faire entrer Odegaard, quoi. Un joueur du calibre de Odegaard, Merino, qu'il a fait entrer d'autres. Martinelli, bon, Non, je mais pense oui, parce que ça c'était la suite des changements que j'ai adoré. C'est d'avoir, certes, on avait besoin de marquer un, voire 2 buts parce qu'on était mené à 1-0. Mais il a mis Odegaard en sortant Zubimendi. Ça veut dire qu'il y avait Odegaard et Eze sur le même terrain. Et pourtant, quand je voyais le match, j'avais pas l'impression que c'était Rice en numéro 6 et Odegaard et Eze en offensive. Non. J'ai l'impression que c'était Odegaard à la base. Ouais. À la place de Ouais. Zubimendi et Je Rice pense Eze que devant. c'était ça. Et c'était une très bonne. On l'avait pas vu et ça fait plusieurs fois qu'on se dit est-ce qu'Odegaard devrait Et pas jouer plus bas parce que lui-même naturellement descend pour chercher la balle et peut-être qu'il a un peu moins de tac au tac en attaque comme Eze a. Donc moi ça m'irait de voir plus souvent selon les matchs d'avoir Eze et Odegaard sur le même terrain. En Alors, tout cas, en soit fin de d'avoir match. Rice à la base, soit d'avoir comme on dit Odegaard à la base et puis Rice devant. Non, mais c'est vrai qu'il est bon aussi. Mais en fait, je pense qu'Odegaard, je sais pas si tu te rappelles, je crois que c'était 23-24, comme il y avait plus Partey parce qu'il était blessé. Donc c'était Rice. À gauche, c'était je sais plus qui. Je crois que Xhaka. c'était Havertz. Non, je crois qu'il a Non, mis Xhaka Havertz. c'était l'année d'avant. Non, c'est quand je crois qu'il y avait Havertz il ou est je sais parti. plus qui à gauche. Et du coup, tu avais Odegaard, il était un peu obligé de redescendre assez bas pour mener en fait, parce qu'on n'avait pas de joueur. Même si Rice était bon, mais on avait besoin d'un joueur un peu plus incisif en passe. Et il faisait ça pas mal et il était bon. Mais du coup, il contribuait moins offensivement et on compensait pas. Mais
moi, je pense que c'est un rôle qui lui va bien, mais peut-être pas sur tout un match, tu vois, mais parce qu'il faut quand même compenser ça. Mais là, ça a bien marché. Et surtout, il y a eu un peu même s'il y avait encore une formation, mais il y a eu un peu de chaos, quoi. Ça a créé un peu de chaos. Mm. Et ça a un peu disrupt, ça a un peu dérangé Newcastle. Et c'est ça qui était bien de voir aussi, parce que on n'avait jamais ça la saison dernière. C'est parce qu'il avait peut-être pas les joueurs pour le faire. Mais en fait, ce côté à la Manchester United des années 2000, tu vois, un peu tu mets plein de joueurs offensifs à la fin parce que tu as besoin de gagner. Et en anglais, on dit throw the kitchen sink. Ça veut dire que tu balances tout sur l'adversaire et peu importe. Tu te prends peut-être une contre-attaque, d'accord, mais Mais t'essayes, d'ailleurs, on s'en tu est vois. pris une, celle que tu parlais de Jacob Murphy. Murphy, ouais. On Alors s'est là, pris quelques-unes oh là assez là. ou qui faisaient assez peur, mais celle-là, c'était la majeure. Mais bon, en tout cas, tout s'est fini par ce but d'Omerino, d'ailleurs, qui est le but. Et Bah non, but. ça s'est fini par le but Attends, de Gabriel. je disais juste d'avoir le Ah but oui. de Merino, qui d'ailleurs est exactement le même but qu'avait marqué Newcastle, avec corner à la rémoise, puis centre, Ouais. but, sur le même coin, du même côté du terrain. Et ensuite, ça s'est fini au moment où Nick Pope décide, bah tu sais quoi, je vais réessayer une contre-attaque, je vois les joueurs de devant, et c'est récupéré à toute vitesse, il me semble par Timber ou par je sais plus qui à ce moment-là qui récupère et qui renvoie la balle. Et donc là, il y a centre, tête qui sort en corner. Corner magnifiquement tiré, corner reçu avec l'agressivité de Big Gabi, parce que lui, quand même, il y a quand même peu de personnes qui sont plus dangereuses que lui dans la surface pour attaquer les coups de pied arrêtés. Et je parle pas que des défenseurs, je parle même des attaquants et défenseurs tout ensemble. Il y a peu de personnes qui sont aussi dangereuses que lui. Il me semble qu'il est à 20 buts depuis qu'il est là, depuis qu'il est à Arsenal, sachant que, par exemple, Jack Grealish a 16 buts pour Manchester City. Donc je pense que, Et Pedro que c'est quand Neto, je même crois qu'il à est... remarquer, quoi. Pedro Neto, il en a aussi autant que. Tu veux que dire en tout Gabriel. ou pour Chelsea? Parce que pour Chelsea, il n'en a pas 17, hein, Pedro Neto. Non, en tout. Pour Wolves Ouais. aussi. Après, il a peut-être joué moins de matchs. Mais Là, bon, la quand sensation même. sur ce butin, la sensation, c'était... Incroyable. Mais je pense qu'il va, j'y croyais pour un plus. défenseur, il va atteindre le record de. Enfin, je sais pas si c'est un record, mais tu sais que John Terry, je crois qu'il a 40 buts sur corner en tout. Enfin, sur Ouais. corner, non, mais 40 buts en tout pour Ouais. Chelsea. C'est pas mal. Je me rappelle qu'il en mettait beaucoup d'ailleurs contre nous aussi. Mais non, mais trop bien. Mais tu Trop vois, bien, Gabriel. c'est quand la dernière fois qu'on a eu avec Arsenal un but comme ça, où plein de critères différents sont regroupés. C'est à la fois le but de dernière minute, je crois qu'on n'en a pas eu l'année dernière, il me semble. Il n'y a pas eu de but de dernière minute. La saison d'avant, il y en avait un peu à Luton, il y avait Declan Rice qui avait mis une tête. Il me semblait qu'il y en avait un contre United aussi. Et l'année dernière, il n'y en a pas eu. Et là, ça fait du bien d'avoir à la fois un but de dernière minute et à la fois un but qui est, on s'installe comme potentiel gagnant de la Première Ligue parce qu'on est allé gagner là. Après avoir fait match nul contre City, on est allé gagner dans un stade hyper difficile. Et là, tout d'un coup, c'est OK. On installe vraiment le potentiel de champion. On en sort beaucoup plus optimiste pour la suite. La dernière fois qu'il y a eu ce but, c'était peut-être Martinelli contre Manchester City quand on a gagné 1-0, quand on en parlait que c'était dévié par Nathan Ake. Ouais. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est les gros buts comme ça qui changent tout d'un coup. Et là, apparemment, on est dans les calculs de probabilité, on est au-dessus de Liverpool pour gagner la Ligue. Donc voilà. Bon. Je pense que c'est l'occasion de parler, comme tu voulais, du reste de la Première Ligue. Parce que, en fait, parler de l'arbitre, disons-le, Non, c'était un mais- scandale ce péno. En fait, ce péno, c'était un 50-50. Faisons-le vite. C'était un scandale ce péno parce que pour moi, ok, Nick Pope touche la balle, mais c'est pas si évident. Il y a quand même clairement faute et c'est surtout Non, mais Gyökeres qui attends. envoie la balle sur Nick Pope. Non, en Et fait, ensuite, ouais. c'est un péno qui est 50-50. Et les pénos qui sont 50-50, certes, certains diront il y a péno et certains disent il n'y a pas péno. Gary Neville, pour dire, dit qu'il y a péno. Donc c'est quand même vraiment, ça veut dire qu'il a vraiment Non, mais fallu que ce pourquoi soit. on mentionne son nom Mais il y a allez aussi autre chose. Quand c'est 50-50, pour moi, il y a un truc, c'est que c'est pas du tout la place de la VAR de venir dire à l'arbitre il faut Mais oui. annuler ce péno. Si c'est Bah. 50-50 et ouvert à l'interprétation, ça veut dire que la décision sur le terrain devrait être maintenue. S'il l'avait pas sifflé, on C'est lui dirait ça. pas d'y aller. Et s'il l'a sifflé, on lui dit pas d'y aller. Voilà. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arbitrage vidéo, si l'arbitre le siffle, on voit le ralenti, on est là, ouais, ok, c'est péno, d'accord. On peut comprendre que. Mais on peut aussi comprendre qu'il siffle pas, c'est bon, ok, il touche un peu la balle, c'est pas péno, d'accord. Mais dans les deux cas, comme tu dis, c'est 50-50. Donc,
Ça peut être péno, ça peut ne pas être péno. Mais en fait, le truc de la VAR, de l'arbitrage vidéo, c'est fait pour les clear and obvious errors, ça veut dire les erreurs claires et évidentes. Donc c'est que pour les situations où c'est clair et évident qu'il y a une erreur. Et le fait qu'il passe, je sais pas combien, de 40 minutes, non mais qu'il passe 10 minutes à regarder le ralenti pour savoir si c'est péno ou pas, bah, ça veut dire que c'est 50-50, ça veut dire que c'est pas clair. Donc si c'est pas clair, et surtout qu'il y avait bah, la tu VAR dans t'annules son pas la oreille qui Mais oui. qui lui donnait les arguments pour l'annuler. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être va au moniteur et fais-toi ton idée. C'est pas Non, mais l'arbitre en dehors du terrain d'arbitrer en fait, le match. le problème de tout ça, c'est que au-delà de ces conneries de complotisme et tout ça, mais le problème, c'est qu'en fait, ça aide personne de faire ça, de faire un arbitrage pourri. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'ils sont juste incompétents, c'est tout. Bah, je Mais le pense problème, que c'est que tu fais ça, tu te protèges pas de tout le narratif de tous les réseaux sociaux et tout qui vont être là, ah, c'est un complot contre Arsenal, pour Liverpool, ou je sais pas quoi, ou pour Manchester City, ou les arbitres, ils aiment pas Arsenal. En fait, même si c'est pas vrai, mais ça aide pas en fait. Et en fait, le fait d'être incompétent comme ça aide personne, quoi. Tu peux pas avoir des gens aussi incompétents. C'est pas au-delà de possible. ça, je trouve qu'il les laissait faire beaucoup de fautes. Et il y a quelque chose qui se passe Ouais. dans ce stade où, je sais pas, ils se sont fait une réputation, pas Liverpool, Newcastle, d'être une équipe physique et dure. Donc en fait, ils font des trucs que d'autres équipes se prendraient direct un carton jaune, se prendraient direct des coups francs. Et il y a quelque chose de, ah, c'est Newcastle, ils sont comme ça. C'est comme un enfant, tu vois, Non, un mais petit attends, garçon qui est de toute façon un peu bullish. Donc en fait, on se dit, oh, c'est comme ça qu'il est, t'en fais pas. non, mais attends, tu mets West Brom ou Wigan ou Millwall, tu les laisses faire autant de fautes contre Arsenal, bah, je peux te dire que ça va être difficile pour Arsenal d'aligner 3 places. Hein. Bah voilà, C'est comme ça. Hein. le tacle de Joelinton à la 55e seconde sur Saka, il le cisaille. Je pense que Joelinton, il s'est dit, c'est Saka, il revient de blessure, je vais le dégommer. Tu vois. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah en fait, Joelinton, il s'est pris un carton jaune, excuse-moi, il s'est pris un carton jaune beaucoup plus tard, ce qui aurait dû être son deuxième jaune en fait. Mais Là, sous prétexte que c'est la 55e seconde et on est à Newcastle, mais pas un jaune, c'était scandaleux. Moi, il se fait Non, cisailler, mais- le mec, il touche Et à attends. aucun moment la balle. C'est quand même. Bruno Guimaraes en 2023 qui met un qui met des énorme coups coup de dans tous les coude sens. à Jorginho, rien du tout, même pas un jaune, je crois. Bref, assez parlé de l'arbitre. Voilà, on voulait pas finir Alors, sur une mauvaise ouais. note. Parlons Non. du reste de la première ligue parce que c'est quand Alors, même un ouais, week-end. vite fait. où- bon. Non, mais attends, pour finir sur Newcastle, vite fait. En fait, il faut dire que là, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, cette victoire là-bas. On avait gagné en 2023, c'est vrai. Mais là, parce qu'en fait, faut pas oublier, en 2022, quand ils étaient contents de nous faire perdre et de nous faire rater le top 4 et que Tottenham nous a devancés et ont eu la Champions League en 2022, rappelle-toi. Quand on venait de perdre contre Tottenham et après on va à St. James Park et ils nous mettent 2-0 et ils nous bully, c'est là où il était trop énervé dans le documentaire, là, Arteta. Faut pas oublier ça parce qu'ils étaient contents de nous faire manquer la Champions League ce jour-là. Et après, ça faisait 2 fois, à chaque fois c'était controversé. En 2023, il y a les coups de coude, il y a le but controversé et compagnie. L'année dernière, c'était encore pire, en 2024, parce qu'on avait juste mal joué, quoi. On n'arrivait à rien faire. Ils ont mis un but pourri et voilà. Et là, j'en avais marre, j'en pouvais plus de ça. Newcastle. Ah oui, j'oublie la Carabao Cup. Carabao Cup, où ils nous mettent 2-0 chez nous et après 2-0 vite fait chez eux. Et puis après, on doit jouer tout le reste du match en sachant que c'est fini. Horrible. Là, j'en pouvais plus tout ça. Et là, là de gagner de cette manière. Et en plus, avec les autres équipes qui nous regardent et qui se disent ah mince, genre Liverpool, mince, ils ont gagné la dernière minute. Mais voilà, donc pour revenir sur la première ligue, bah vas-y, je te laisse. Non, mais voilà, petit état des lieux où on en est. Après avoir été, d'ailleurs, 2 stades, quand j'y pense, 2 stades où je déteste aller en tant que fan d'Arsenal, enfin, ou que je déteste regarder Arsenal aller, c'est Old Trafford et St. James Park. Là, Et on a Anfield. pris 6 points dans les deux. Donc, Et Anfield, c'est horrible aussi. oui, mais Anfield, c'est horrible, mais je trouve que tu vois, le moment où on a fait 2-2, il y a 2 ans, là, ouais, où on se avait mis débrouille 2-0 bien, dans la première demi-heure, on fait souvent des matchs Ouais, mais- nuls chez eux, en fait. Ouais, mais Anfield, c'est peut-être celui qui me faisait le plus peur quand même. Je pense de tous. Ok, mais là, dans mon argument, c'est Ouais. pas tant ça. C'est oui, on est allé à Anfield, mais on a donné 3 points à notre adversaire. Donc je le mets pas trop dans mon raisonnement. Ouais, Mon ouais. raisonnement, il est qu'on est déjà allé à Old Trafford, St. James Park, et qu'on a pris 6 points, sachant qu'on avait pris 1 point sur ces 2 stades l'année dernière.
Donc Ouais. là, on est quand même rentré Bon. dans quelque chose de différent. C'est assez jouissif Faut de pas- voir qu'on est que Ouais. 2 points derrière Liverpool, alors qu'on a déjà joué 6 matchs assez difficiles. On a joué Manchester City, Liverpool, Newcastle et Manchester United, plus Leeds et Nottingham Forest. Bah, Oui, Leeds, si- Nottingham Forest, c'est easy game, mais Voilà, les mais autres, tout ouais. ça pour dire qu'on a déjà eu ces 4 matchs-là et qu'on est 2 points derrière Liverpool. Donc pour Ça, c'est l'instant, pas mal. cette Et section eux, ils ont joué qu'on que contre regardait- nous. Ouais, ils n'ont pas joué des grandes équipes. Donc tout ça pour dire cette section qu'on regardait comme ces 6 matchs-là, oh putain, ça va être dur, ça va être dur, ça Ah, va être dur. attends, ils ont, Et bah, on s'en ils ont sort joué. bien. Liverpool, ils ont joué Newcastle chez eux aussi. Ouais, non, Liverpool, ils ont pas eu un début aussi facile que l'année dernière, disons. Mais Ils ont eu quand même moins difficile que nous parce qu'ils ont eu que 2 équipes difficiles à jouer, dont une chez eux. et n'oublions pas Donc, voilà. qu'aller à Crystal Palace, c'est difficile, surtout que c'est une équipe Ouais. qui est invaincue Non, en c'est vrai. 18 matchs. Ouais, mais ils ont perdu. Donc Ouais. voilà, tiens. Alors ça, bon voilà, le meilleur du week-end, à part notre victoire, c'était la petite défaite de Liverpool. Ça fait toujours plaisir. C'est des rivaux. Bon, après, je déteste pas Liverpool, mais c'est nos rivaux. Voilà. J'attendais leur défaite à un moment. J'attendais leur défaite parce qu'ils enfin. n'avaient pas des performances de ouf. Ils s'en sortaient toujours à la dernière minute. Je me suis dit, non, c'est pas possible. À un moment, il faut arrêter. Et là, en plus, Nketiah, c'est la cerise sur le gâteau. C'est parfait. Et après, tout le reste, c'est bonus, mais c'est bonus. La petite défaite de Manchester United, bah, on commence à être habitué à United qui perd comme ça. Surtout à Brentford, c'est pas facile, mais on commence à être habitué, mais on s'en lasse pas, tu vois. On s'en lasse pas. C'est comme quand tu te prends les golden menus, tu t'en lasses pas, quoi. Tu t'en lasses pas. Arrête avec ta pub. Bah, j'ai pas fait de pub. C'est quoi un golden menu? C'est moi, quand je suis chez moi, je fais un golden menu. Je fais un menu avec des pommes golden. Et aussi, évoquons Chelsea. Chelsea qui perd. Alors le carton rouge en plus. Ah non, mais là, ils ont Surtout vraiment qu'ils perdent foiré. avec une masterclass de qui? Danny Welbeck. Ah ouais. ça, c'est Double, quand 2 buts, non? Ouais, Non, deux un buts. but. Non, 2 buts. Le but le de deuxième. la tête, il est incroyable. Ah oui, Le but et de le la deuxième, tête, et le deuxième son est deuxième incroyable. but où il fait un petit ballon piqué. Robert Sanchez Non, a l'air attends. d'être un Playmobil immobile. Incroyable. Non, mais un Playmobil immobile. Non, il fait un ballon piqué, mais t'as pas vu le ralenti? C'est du gauche. Il fait une feinte, il met le défenseur par terre et après il fait Ouais. le piqué Ouais. avec un angle hyper difficile. Non mais trop fort. Pourquoi on l'a vendu? Non, je rigole. Le pire, c'est qu'il pourrait faire quelque chose sur 15 minutes avec cette équipe d'Arsenal. Si tu Non, le mais mettais je dans pense. ce système. En vrai, c'est un joueur que j'aime bien parce que je pense qu'il n'a pas eu de chance avec nous. Il s'est toujours blessé et tout, mais je pense que c'était un bon joueur. Je pense pas que c'était un joueur genre classe mondiale et tout, mais c'est dommage parce que tu vois, si on avait un Welbeck de l'époque Prime qui se blessait pas dans notre squad, moi je prends parce que c'est un joueur utile. Peut-être pas en principe en attaquant principal, mais t'aimes bien avoir des joueurs comme ça parce qu'il donne tout, il est bon en pressing, il te met des buts. Donc tant mieux pour lui et en plus il bat Chelsea, c'est trop bien quoi. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, Chelsea aussi quelque part on est un peu. Moi je m'attends pas à ce qu'il fasse un truc de ouf cette année. Ouais, ils m'ont va un être peu champion. déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais, mais tant mieux. Surtout que la semaine prochaine, qui est-ce qui joue? Chelsea-Liverpool. Oh, à Chelsea. Ouais, mais j'attendrai pas trop de Chelsea. Je serais pour Chelsea, hein, mais j'attendrai pas trop de Chelsea ce jour-là. Moi, je Un trouve petit ça. match nul serait bien. Moi qui est toujours. Clairement, je pense que l'équipe que je déteste le plus, c'est Chelsea. Et je Ouais, trouve moi ça aussi. génial que ces derniers temps, plusieurs fois, étant donné la situation relative d'Arsenal et de Chelsea dans les classements, plusieurs fois, je me suis retrouvé à supporter Chelsea dans un match contre Moi un aussi. rival. Et je trouve Ouais, que mais- c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est Ouais, ça clairement veut dire qu'ils au-dessus sont d'eux nuls. et qu'ils sont nuls et qu'ils sont en dessous. Donc c'est trop bien. Donc c'est samedi à 18h30. Ça va être à Stamford Bridge, under the lights, comme on dit en Angleterre, parce qu'on aura allumé les projecteurs avec la nuit qui tombe. 18h30, un samedi à Et tout le monde va Stamford regarder. Bridge. Je pense que Liverpool, ils vont avoir une petite pression là. Surtout que nous, on joue juste avant, à Oh. 16h. Donc Ouais, si on prend un bon résultat, on passe devant Liverpool. Ah, mais comme d'hab, on n'a pas de chance parce que, encore une fois, bon, je sais qu'on parle pas de la première ligue là, mais encore une fois, à chaque fois qu'un entraîneur se fait virer, tu as toujours le new manager bound. Ça veut dire que l'entraîneur qui était nul, genre Graham Potter, ils te mettent un nouveau entraîneur et ça fait un nouveau souffle à l'équipe et l'équipe est bonne. Et à surtout chaque que fois, comme nous, nouveau on joue souffle, les équipes.
On joue les équipes qui viennent d'avoir Mais ça à chaque ça fois. c'est typique une phrase de peux plus. complotiste parce que chaque supporter de chaque équipe dirait on joue toujours les équipes Non, au mais moment où attends, elles ont un new Nottingham manager. Forest, on joue Postecoglou, on joue le Nottingham Forest de Je crois que Postecoglou. Postecoglou c'est le meilleur manager bounce que tu puisses avoir puisqu'il Ouais, a c'est zéro vrai, ça. solidité défensive. Tu vois, moi j'aurais bien aimé jouer le West Ham de Graham Potter parce que le West Ham de Graham Ça, Potter, je suis d'accord. peux te dire que c'est. Quoique, Parce que c'est pas le- lui qui nous a battus. Le West pas Ham lui. de Nuno là, le West Ham de Nuno avec une semaine de préparation, il sera bien plus insupportable. Ouais, mais Nuno, c'est un vieux Jedi. Tu sais, il a plus d'un tour dans son sac. Heureusement que c'est chez nous et qu'on va pouvoir, tu vois, qu'il n'y aura pas le stade Ouais. en folie dès qu'il y a un gros tacle à la 5e minute, quoi. Et 2 dernières fois, on a perdu chez nous contre West Ham. Ben voilà, C'était douloureux. exactement ce qu'il faut changer des années précédentes. Non, mais je pense qu'Arteta va leur faire un speech. Il va dire Nice kick about with the boys. Voilà. Contre Pour leur rappeler le trauma. Et sinon, attends, d'autres résultats. Petit match nul de Tottenham. Paulinha qui égalise. Qui met... Non, c'est qui égalise? C'est Paulinha. Paulinha. Il met 1-1 à la C'est fin. Ou je sais Paulinha. pas quoi. C'est Paulinha qui met 1-1 chez lui contre Et il qui célèbre. C'était contre qui? Il Contre célèbre. Wolves, c'était qui? Mais oui, Wolves. Contre Wolves, Ils avaient aucun point. Ils avaient aucun point. Il célèbre en enlevant le maillot, alors que moi j'aurais été, au moins on ouais. va reprendre non. la. Il se prend un jaune. Oui, il se Oh, prend un putain. jaune. Donc va au moins Pardon. reprendre la balle dans le filet et essayer de mettre 2-1, Non, mais- tu vois, genre. Non, mais je C'est sais pas. bizarre. Ils ont aucune ambition. Je sais pas. Bah, en même temps, pourquoi ils auraient des ambitions? Oui, remarque qu'ils ont l'Europa League. C'est pas mal. Bah non, maintenant c'est bon. Ils en ont pour. C'est quoi, 17 ans qu'ils n'avaient pas gagné de trophée? 2008, c'est ça, 17 ans. Donc là, il y en a encore pour 17 ans. Allez, les gars. Bon, je me moque, mais nous, on n'a pas de trophée depuis 2020. Mais Ouais. bon, on va voir. Donc voilà, donc le fait d'évoquer le reste de la première ligue nous a fait un peu dépasser notre timing. Je pense que c'est l'occasion de se séparer et on se reparle après la Champions League jeudi. La Champions League. Voilà, parce que maintenant on joue dans Et, la cour des grands. Et je vous dis, Allez, salut les petits gunners. ciao les petits Gunners. Ciao les petits Gunners. Ciao les petits gunners.